Homo numericus, a-t-on dit déjà? Serge Miranda, lui, propose autre chose. Homo mobiquitus, au pays de la data. Alors, l'usage des technologies numériques s'infiltre, que nous le voulions ou non, que nous le sachions ou non, dans toutes les sphères de nos vies, dans tous les espaces. Des quantités de données que nous n'imaginons pas sont alors examinées, analysées en temps réel, évidemment, par des algorithmes dont nous ne soupçonnons même pas l'existence et la performance. Tout ça contribue à créer un monde, un univers, où de toute façon, il nous faut notamment travailler. Nouvelle forme de rapport au monde et aux autres, comment comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés, comment décrypter cette nouvelle réalité. Serge Miranda est directeur du département informatique à l'université Sophia Antipolis Côte d'Azur. Merci. Très bien. Juste un point de vue technique, pour changer les transparents Alors, pour changer les transparents, je demande, mais il n'y a pas une petite télécommande qui était sur la... Je ne vois pas de télécommande, il n'y a que mon smartphone. Ah. Bon, on s'occupe de régler le problème. Vous pouvez commencer, merci. Oui, je vais commencer, mais voilà, j'aimerais peut-être que l'on passe... Alors... Ah ben elle est là. Parfait. Ah, ok. Merci. Donc ici... Bon, ok. C'est bon, merci. Voilà, donc bonjour, merci pour cette invitation. Je suis vraiment impressionné d'être ici aujourd'hui. J'ai, comme on vient de le dire, une casquette un peu particulière. Je suis professeur d'informatique à l'Université de Nice et responsable de 2 masters sur les nouvelles technologies. Un qui est à Nice, qui s'appelle MBDS, l'autre qui est à Biarritz, qui démarre sur l'intelligence artificielle et le big data. Et donc, ce qui nous caractérise, et c'est ce partage que je vais avoir avec vous aujourd'hui, c'est le fait de travailler d'une part sur les usages des nouvelles technologies depuis 20-25 ans, et notamment toutes les technologies dites disruptives, et puis de travailler aussi avec les collègues, l'université est riche de ça, les collègues d'autres disciplines pour nous accompagner. On a vu un certain nombre d'interrogations par Marie-Eke tout à l'heure, sur le questionnement, cet homme, nous on emploie le terme mobiquitus, et donc je vais essayer de partager quelques lignes de force avec vous, essayer peut-être de clarifier des notions fondamentales, et puis peut-être ouvrir des discussions, et vous verrez que s'il y a des data, on est preneur à l'université pour les travailler. Alors on m'a demandé d'actualiser la présentation que j'avais envoyée en mars. J'ai fait quelques modifications et là j'en ai rajouté une pour montrer un résumé un peu d'une situation vécue par tout le monde. Alors vous voyez, je parle de mondialisation. Qu'est-ce qu'on a vu effet Covid? C'est d'une part l'augmentation, l'accélération de la mondialisation numérique, de la transformation numérique, de l'apparition des assistants numériques, quel que soit le métier aujourd'hui en action. Et derrière cette mondialisation numérique, je parle télémédecine, téléassistance, télétravail et bien sûr téléenseignement. Nous sommes très acteurs dans ce domaine-là, puisque aussi bien à l'Université de Nice qu'à Biarritz, à l'Estia, nous avons mis les 2 premiers masters informatiques en ligne en Europe sous forme de MOOC. C'était avant le Covid, mais l'effet Covid nous a accéléré ce genre de demande. Donc, je résume d'ailleurs côté université. On dit l'université depuis le Moyen-Âge, elle était centripète, elle devient centrifuge. Et on employait aussi un terme qui avait été utilisé lors des émeutes de 68 dans les universités américaines, à San Francisco, le terme de multiversité, parce qu'elle est multiple. Et on va vers un système où on aura de l'hybridation, c'est le mot à la mode, dans l'enseignement, synchrone, asynchrone, et la possibilité demain, non pas d'aller dans des lieux concentrationnaires chercher des diplômes, mais les diplômes iront vers les individus, vers les maisons, vers des tiers-lieux à inventer. Donc, et la science, là j'ai un petit clin d'œil sur le grand débat scientifique qu'il y a eu, mais elle a toujours été confrontée à des
situations conflictuelles. On en a vécu avec la chloroquine. Et l'opposition entre une science, j'emploie souvent le terme top-down, dogmatique, elle existe à tous les niveaux, dans toutes les disciplines à l'université aujourd'hui, et la science pragmatique, bottom-up, qui part ascendante, qui part des besoins de l'utilisateur, etc. Et ces deux sciences, là on en a eu des beaux exemples, se sont bien confrontées. Et puis, vous voyez, après la mondialisation financière, elle continue. La mondialisation numérique, elle s'est accélérée. Et après, on voit apparaître deux choses nouvelles. La mondialisation des marchandises, développement des circuits courts, du e-commerce de proximité. On a vu apparaître ça. Et puis, la mondialisation des personnes, elle a chuté. Regardez Air France, regardez Airbus, les problèmes auxquels ils sont confrontés aujourd'hui. Et il y aura là un vrai questionnement de fond qui a été mis en avant. Donc ça, c'était une remarque. Et pour démarrer, quand je fais un discours stratégique sur l'économie numérique, j'aime bien poser deux questions. Est-ce que vous avez une idée, première question, de la quantité de données produites depuis le début de l'écriture, depuis que l'homme a écrit sur des tablettes d'argile en écriture cunéiforme avec une pointe à... Est-ce que vous avez une idée de la quantité de données? Alors je vous aide un peu sur les grands volumes de données, vous voyez, 1 kilo, 1 méga, 1 giga, 1 milliard, là, jusque-là on connaît. 1 téraoctet, c'est 10 puissance 12. Moi, j'en ai mis 2 en jaune, ça va peut-être vous inspirer. 1 pétaoctet, c'est 10 puissance 15, donc chaque fois il y a un facteur 1000. 1000 pétas, c'est 1 hexaoctet. 1000 hexa, c'est un zeta, et 1000 zeta, c'est un iota. Alors je vous parle de iota, vous verrez pourquoi. C'est qu'il y a un projet de la CIA, enfin je devrais dire de l'armée américaine, qui finance à moitié des recherches dans les universités américaines, qui s'appelle le IOTA Project, le projet IOTA, et qui fait référence à ça. Alors est-ce que vous avez une idée maintenant? Question 1, quantité de données produites depuis le début de l'humanité, où l'homme s'est mis à écrire. Guess, faites-moi une proposition, quelqu'un. Sinon, c'est le monsieur qui fait le... Vous, là, vous allez me faire... Alors, comment alors on va dialoguer tous les deux. Comme en plus je m'y connais beaucoup, oui, j'en suis allé. Je sais pas, moi, spontanément, je me dis que ça doit être tellement gigantesque que j'irai volontiers vers le dernier chiffre. C'est pas mal, c'est pas mal. Mais je ne sais pas du tout. Non, c'est juste au milieu. C'est au milieu? Voilà, c'est l'hexaoctet. C'est-à-dire, on considère que jusqu'en 2010... l'humanité a produit 5 hexaoctets de données, c'est Google qui donne ce chiffre. D'accord. Alors un hexaoctet, bien sûr quand on parle des grands nombres, péta, iota, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Un hexaoctet, pour vous donner une idée, c'est une pile de CD de la Terre à la Lune, si on les mettait sur des CD. Donc on sait stocker d'autres manières, mais là on commence à visualiser ce que représente un hexaoctet de données. 5 hexaoctets de données produits par l'homme depuis 4000 ans à peu près avant Jésus-Christ, jusqu'à aujourd'hui, 4-5 000 ans, donc 5000 ans. Et aujourd'hui, en 2020, un hexaoctet est produit chaque seconde sur Internet. Chaque seconde. Il y a des tableaux, des études qui sont faites par l'université de Berkeley. L'homme a mis 5000 ans à produire en data jusqu'en 2010. 2010, c'était les temps préhistoriques, bien sûr, mais il y avait quand même la télévision, il y avait de la data à stocker. Mais aujourd'hui, c'est chaque seconde. Donc, quand on va parler tout à l'heure de big data, il y a un adjectif, big, gros. Voilà, le volumétrie, le premier terme pour qualifier le big data, c'est le volume. 1 hexaoctet par seconde produit. Alors, deuxième question, elle est plus intéressante, elle vous concerne, me concerne, elle nous concerne tous. Quantité de données utiles pour construire un jumeau numérique. Alors, un jumeau numérique, c'est quelqu'un qui nous représenterait le plus fidèlement possible dans nos us, coutumes, habitudes, besoins, etc., qui soit notre double. Alors là, est-ce que vous avez une idée? Votre double numérique, il pèse combien? C'est le terme cognitif. Aucune idée, d'autant plus que je ne voudrais pas qu'il existe. Mais il existe, comme l'a dit Marie-Eke tout à l'heure, on est tous des contributeurs à cet espace data. On emploie, nous, le terme commun acteur,
à l'espace commun, on produit des datas. Vous enregistrez soit sur des réseaux sociaux, soit dans des blogs, soit dans des documents partagés, des données sur votre travail, etc. Donc, on considère qu'on est capable d'avoir un jumeau numérique avec 1 téraoctet. Là, c'est un travail chez Microsoft, c'est avec une personnalité qui s'appelle Jim Gray, qui a eu le prix Nobel d'informatique, dont je parle souvent, parce qu'il a créé le 4e paradigme des sciences. On est rentré dans le 4e, je vous le dirai un peu plus loin. Mais Jim Gray a modélisé, lui, il avait modélisé Einstein. Il s'est amusé à la vie d'Einstein, parce qu'avec 1 téraoctet, il pouvait construire le double numérique d'Einstein. Il se trouve que ça a été mon rapporteur de thèse, j'ai fait une thèse aux États-Unis, ça a été mon rapporteur de thèse, je l'avais rencontré en 2003, et il finissait un proto sur Einstein, et il m'avait dit, bon Serge, je vais le voir à San Francisco, et il me dit, Serge, assieds-toi, tu peux poser toutes les questions que tu veux à Einstein. Alors, je me souviens, la première question que je lui ai posée, c'était « What is love for you ?» Question générale. Et la réponse devait arriver en moins de 3 secondes, elle est arrivée. Et en moins de 3 secondes, Einstein m'a répondu « Love », ça rejoint un peu le beau dessin animé qu'on vient de voir, c'est « to give and forgive », c'est donner et pardonner. Voilà une vision de l'amour pour Einstein. Alors il m'a dit « Sois un peu plus sérieux, pose-lui une question d'actualité ». C'était le moment, quelques mois plus tôt, les Américains venaient de rentrer dans Bagdad. Alors j'ai posé une question, what do you think? Qu'est-ce que vous pensez, Monsieur Einstein, about American Army getting into Baghdad, de l'armée américaine qui rentre dans Bagdad pour faire la guerre? Et en moins de 3 secondes, la réponse a été, sur le court terme, avec la force, on gagne toujours, sur le long terme, on perd la confiance du monde. Voilà, c'est dommage que M. Bush père à l'époque n'ait pas suivi les conseils d'Einstein, il n'ait pas posé la question. Mais ça veut dire, il travaille sur un projet, Jim Gray, qui s'appelait Digital Immortality, l'immortalité numérique. On est tous des locataires en transit sur cette planète, mais lui disait, imagine, Serge, la question que tu pourrais, l'échange que tu pourrais avoir, allez, tes enfants, petits-enfants, sois prétentieux, tranquille, mais tes arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, si tu pouvais communiquer avec eux, etc. Et donc ça, c'est le projet sur lequel il travaille, un projet un peu fou, mais il avait besoin d'1 téraoctet pour modéliser. Alors 1 téraoctet, vous voyez, c'est 10 puissance 12, 7 milliards d'humains, 7 milliards d'humains, ça fait 10 puissance 9, on arrive à 10 puissance 29, on arrive aux zétaoctets. Et cette année, on va avoir plusieurs dizaines de zétaoctets produits. On peut modéliser tous les êtres humains, on peut avoir des doubles numériques partout, que ce soit l'étudiant, l'élève, l'enfant, que ce soit le patient, on a tous, demain, le médecin, il aura la personne physique et il aura le double numérique à côté qui aura beaucoup d'informations agrégées venant de gens qui ont le même profil, qui ont réussi à sortir d'une maladie, etc. Et tout ceci pourra l'aider. Je préfère employer le terme d'assistant numérique. J'étais devant un congrès l'année dernière où il y avait des jeunes médecins en face de moi, comme vous. J'ai dit, voilà, je suis face à une profession qui va disparaître dans les 10 prochaines années. On m'avait demandé d'être provocateur au début et je l'ai justifié. J'ai essayé de construire. J'ai dit, demain, vous serez un assistant numérique et peut-être du citoyen. Google m'a dit que je devais faire ça et donc je venais pour que vous me prescriviez tel médicament que Google m'a conseillé de prendre. Donc ça, c'est un autre débat, mais pour dire qu'aujourd'hui, cet avènement du numérique et de la data, il y a un mot-clé que je veux partager avec vous aujourd'hui, c'est data. Bien sûr, il y a le big data, bien sûr, il y a l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle qui a connu 2 hivers, c'est une vieille histoire, l'IA, il y a eu une renaissance en 2012 par l'image, parce qu'il y avait le big data, parce qu'il y avait le gros volume de data. Alors, pour démarrer aussi, là je vais passer vite et arriver à Jim Gray, ça c'est pour sourire un peu au début. Moïse, quand il est arrivé, il nous a dit « tout est loi », Jésus, tout est amour, Marx, tout est argent, Freud, tout est sexe, Einstein, bon, heureusement tout est relatif, et Jim Gray, dont je viens de parler, Turing Award en 98, distinction de Turing, c'est le prix Nobel en informatique, tout est data. Donc, on va parler de data aujourd'hui. Alors, je vais passer sur ce genre de transparent, mais qui est intéressant, c'est qu'il y a des robots partout.
mais des robots, je voulais en parler parce qu'on parle même de rovolution. Vous voyez, il y a un premier transparent, une première vidéo que vous voyez. Voilà, c'est Harmony. Vous pouvez imaginer ce genre de robot business, un peu plus sérieux et dangereux. C'est aujourd'hui ce qui se fait dans la... Ça, c'est une démonstration de l'armée américaine où l'on voit des drones qui ont la taille d'une aiguille, d'une abeille. Et cette abeille, elle porte un petit explosif, elle se déplace comme l'abeille et elle a une micro-caméra. Et elle est capable d'identifier, par exemple, une personne armée dans cette pièce et aller déposer une piqûre dans le cerveau. Donc c'est aujourd'hui ce genre de travail sur les drones sur lequel un autre robot extrême on peut travailler. Alors j'ai aussi un journal qui est fait par un robot sur Twitter. Vous allez sur Paperly. Par rapport à vos mots-clés, vous avez le journal du matin. Des gens like ce journal, c'est pas moi qui le fais, mais je peux comme ça voir. Plus intéressant, là c'est un autre aspect. Imaginez, là je vous pose la question pour voir encore, vous êtes mon partenaire, hein, là. Regardez cette vidéo là, on est sur un parking et vous êtes dans quelle voiture d'après vous? Vous voyez défiler des plaques minéralogiques, etc. C'est une application développée par Google pour, d'après vous, la police. Donc il y a une caméra, la voiture de police se promène dans les parkings, elle filme les plaques, elle filme, et on peut savoir comme ça si ce sont des locaux, puisque dans la plaque on sait, ou s'ils viennent d'une région voisine, s'ils ont payé leurs amendes, etc. Et on peut mettre des sabots à des gens qui ne paieraient pas les amendes et qui seraient dans le parking. Voilà, ça c'est une application de deep learning, d'intelligence artificielle, reconnaissance automatique de plaques, accès à des bases de données pour vérifier. Et puis ça peut aller jusqu'à des patterns. Quand il y a des histoires comme par hasard de terrorisme, on pourrait dire, tiens, il y a eu un problème dans tel État américain, si 2 voitures arrivent de cet État, sont dans un parking, ça peut être point. Or, deep learning, c'est le cœur de l'IA le plus prometteur aujourd'hui. Celui qui fait fantasmer tous les ingénieurs de data. Je vais en dire quelques mots tout à l'heure. En 2017, 3 champions du monde de poker ont perdu contre l'IA. Donc si demain vous voulez jouer au poker en ligne, ne jouez jamais, vous êtes sûr de perdre. Aujourd'hui, l'IA fait mieux que 3 champions du monde de poker. Il y avait 170 000 $ sur la table et c'est l'université de Carnegie Mellon qui avait développé le programme de deep learning qui a gagné. Et pourquoi le poker est intéressant, à la différence d'autres jeux, je ne joue pas au poker, hein, mais il est intéressant, c'est qu'il a une information manquante. Je ne sais pas il y a du bluff. Le jeu de poker, c'est un jeu de bluff. Je ne sais pas ce que l'individu en face a dans ses mains. Donc, vous voyez que c'est l'information incomplète, l'information partielle, et pourtant, la machine est capable de gagner. Et elle n'a aucune émotion. Or, l'IA, je le dis souvent, c'est un artiste de la copie. L'intelligence artificielle, extraordinaire pour copier. Alors, j'ai donné un exemple aussi ici. En 2017, c'est un programme IA qui a été dans les 20% meilleurs admis à l'université de Todai. Il y a un énorme QCM pour les étudiants candidats pour entrer dans l'université la plus prestigieuse du Japon. Eh ben, c'est un programme IA qui a gagné et qui est bête et méchant. Il ne comprend rien à ce qu'il dit, mais il sait répondre correctement aux questions. Hein. Voilà. Et il y avait dedans une dissertation philosophique. Hein. Donc il y avait des questions philosophiques. Il n'y avait pas que des maths. Je vais passer. Il y a aussi des sites. Là, je ne vais pas appuyer sur la vidéo, mais vous pouvez comme ça faire parler une image muette, que ce soit ici de Marilyn ou de la Joconde. Vous allez sur ce site et vous pourrez la faire parler. C'est notre programme IA. Vous pouvez faire parler M. Obama et lui faire dire des choses qu'il n'a jamais dites. C'est aussi sur Internet. Alors comme ça, on vit des innovations de rupture, j'appelle foudroyantes, parce qu'elles changent complètement les acteurs principaux du marché. Bien sûr, j'ai cité l'image numérique. Imaginez que Kodak, vous voyez, c'était la couverture de Forbes, s'estimait le roi du monde, il n'y a pas une éternité, hein, c'était il y a 14 ans. C'était le roi du monde de la téléphonie mobile. Kodak, aujourd'hui, a disparu, n'ont pas vu arriver l'image numérique et le smartphone. Et le smartphone qui va bien au-delà, comme le disait Steve Jobs, je vais démontrer que le téléphone va servir accessoirement à téléphoner. C'était son ambition, il a bien réussi. Donc, vous voyez Google Maps, PlayStation,
l'économie de partage. Et aujourd'hui, les technologies de rupture sont autour du big data, de l'intelligence artificielle, le deep learning que j'ai un peu illustré, le cloud, ça c'est plutôt technologique, la blockchain, la Li-Fi et le NFC. La Li-Fi, c'est l'Internet par la lumière. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais la lumière LED, elle comprend un microprocesseur qui a des millions d'oscillations par seconde. Et il y a un petit malin qui a des millions d'oscillations par seconde, ça peut être du 0 ou du 1, et c'est un débit 10 fois supérieur à Wi-Fi par la lumière. Et l'avantage, c'est que la lumière ne traverse pas les corps, ne traverse pas les murs, donc dans les hôpitaux, pour les militaires, dans les avions, dans les trains, ben demain on va voir la généralisation de la Li-Fi. Et dans l'éclairage public qui va devenir intelligent aussi. Donc ça c'est un autre domaine, technologie de rupture. On travaille sur des projets, notamment dans les musées, des projets avec les étudiants sur l'utilisation dans les musées. Bon, je vais passer, je vais aller... Data Next Big Wave, c'est la grande vague qui arrive. La déferlante, c'est la data, vous l'avez compris, j'ai donné les chiffres tout à l'heure. Et je voulais mettre en exergue un point qui m'a été donné par un ami haïtien qui est prof à l'Université d'État d'Haïti, qui est Franz Verella. Pour lui, la pauvreté, c'est un déni d'accès à l'information. Et il a toujours été le promoteur très fort, y compris en Haïti. On a délocalisé notre master de l'Université de Nice en disant... il faut donner l'accès à data au plus grand nombre, il faut donner l'accès à l'information au plus grand nombre. Or la data, ben, je vous ai dit depuis que l'homme écrit, tablette d'argile, écriture cunéiforme, définition, si vous regardez une définition de la data, j'ai vu un truc du style, c'est l'inverse du logarithme de l'occurrence d'un événement, ce qui ne veut rien dire d'un point de vue sérieux. Si on veut donner une définition la plus générale, parce qu'il faut en donner une, ben, il y a deux approches. La première, c'est de dire qu'est-ce que c'est que la data. Ben, je dirais l'enregistrement de n'importe quoi sur n'importe quel support dans n'importe quel code. Là au moins je suis ouvert, ça peut être une tablette d'argile, ça peut être une caverne, ça peut être un disque dur numérique, ça peut être un tableau noir, ça peut être un livre, ça peut être un réseau social. Vous enregistrez dans n'importe quel code, n'importe quoi. Et aujourd'hui c'est du texte, de l'image, du son, de la vidéo. Et puis, c'est plus intéressant de revenir aux racines latines. Là, c'était une réunion l'année dernière à laquelle j'avais participé. Il y avait un latiniste. J'ai fait un peu de latin, comme peut-être certains ici. Data, c'est intéressant, c'est le pluriel de datum. Datum, c'est le fait de donner. Vous autres, tous ici présents, vous êtes dans votre activité professionnelle dans le mot datum. Vous passez votre temps à donner votre énergie pour améliorer autour de vous la situation des enfants et autres. Donc, on est, et dans l'éducation, on ne fait que ça. Donc, on est dans l'acte du datum. Pluriel, c'est data. Alors, c'est intéressant. Le fait de donner, au pluriel, ben, vous êtes dans le monde data. Vous donnez, si vous enregistrez sur un support, c'est en vue de le donner à un tiers, peut-être à vous-même, pour ne pas oublier, parce que l'homme a un certain nombre de défauts. Il oublie, il se trompe. Ben, voilà, pour ne pas oublier, je vais prendre des notes. Et je vais l'écrire sur un mur, sur une tablette ou point. La première tablette d'argile créée par l'homme, pour ne pas oublier, ne rigolez pas, c'était une base de données fiscale. C'était qui a payé les impôts, hein, puisque quand il y a eu l'écriture, il y a eu la ville. Quand il y a eu la ville, ben, il y a eu le chef de... le maire, on ne l'appelait pas le maire à l'époque, mais il y avait le responsable de la gestion de la ville, des services communs. Ben, lui, il a prélevé l'impôt et il fallait savoir qui avait payé quoi. Et cette première base de données au monde sur tablette d'argile, elle était dans le musée de Bagdad d'ailleurs, et elle a été volée. Lorsque les Américains sont rentrés dans Bagdad, il y a des voleurs qui sont rentrés dans le musée des antiquités qui ont volé la première base de données au monde. Le premier écrit de l'homme, c'était le fisc. Et le symétrique de data, et comme ça on va arriver au deuxième mot-clé qui est très important, c'est l'information. L'information, c'est tout ce que je vais déduire de ces data. Soit parce que je connais la langue, si c'est une langue étrangère, soit parce que j'en connais les symboles, je sais les interpréter à plusieurs niveaux. Et en latin, l'inverse de datum, c'est captum. De sorte qu'on aurait dû dire capta pour parler de l'information. L'information, c'est tout ce que je vais déduire des data. Et puis il y a le mot connaissance. Troisième niveau, donc il y a données, information, il y a connaissance. Et là je m'en remets à Aristote. Aristote disait très bien, la connaissance, un savoir, c'est la science, l'épistémé, c'est la techné,
c'est savoir-faire. Et puis, il y a une troisième dimension de la connaissance qui, hélas, depuis 2000 ans, n'a pas été privilégiée, c'est l'éthique. Savoir-être et c'est la sagesse. Donc voilà les 3 niveaux de la connaissance et ce triptyque qui peut être perçu comme des poupées russes, la donnée dans l'information et dans les matrioshkas et dans la connaissance. Et puis vous voyez apparaître le terme de smart object, les objets intelligents. Vous voyez apparaître le terme IoT, Internet of Things, l'Internet des objets. Les objets vont communiquer. Et un smart object, c'est tout simplement un couple data plus communication. Données plus communication. Données plus communication, c'est la définition de la vie par mes collègues en biologie. Donc tous les objets demain vont devenir vivants, au sens biologique. Ils vont produire des datas et ils vont les partager. C'est comme ça qu'on parle de smart city, de ville intelligente. Elle produit des datas, on peut les partager. On peut connaître, et j'ai vu que cette application elle existe depuis quelques jours, les zones où il y a des clusters dans une ville. N'allez pas vous promener dans telle zone de Toulouse, il y a tel cluster, etc. Donc aujourd'hui, en temps réel, on est capable de faire des cartographies des villes parce que les villes produisent des datas. On les associe à de la géologue et on peut, comme ça, alors c'est des cartographies de pollution, de bruit, vous pouvez avoir plusieurs paramètres. Donc, smart object, un objet qui produit des datas et qui les partage. Donc ça, je pourrais passer l'exemple des cheveux, mais c'est un bon exemple. Et au futur, on a gardé l'acronyme IoT en anglais, Internet of Things, l'Internet des objets, et on parle de Intelligence of Things. Les objets non seulement vont être vivants, mais vont devenir intelligents. C'est-à-dire qu'ils vont aller jusqu'à des prises de décision. Alors dès qu'on parle de data, vous voyez apparaître en petite colonne de droite, qui va conserver les data, qui va les stocker dans quel nuage, dans le cloud. Est-ce que c'est le GAFA? Vous voyez que, je n'ai pas les chiffres, mais j'aurais pu le mettre dans le transparent initial. La semaine dernière ont été les entreprises du GAFA qui ont bénéficié de tout ce qui est mondialisation numérique, ont vu leur chiffre d'affaires multiplié par 4 ou 5 leurs revenus dans l'épisode Covid. Donc elles n'ont pas été les perdantes de l'affaire. Mais il y a aussi, en dehors du GAFA, il y a le BATX. Il ne faut pas oublier qu'en Chine, il y a par exemple, je cite Baidu, à plus de 2700 ingénieurs qui font de l'IA, de l'intelligence artificielle. 2700 ingénieurs. Regardez cette force de recherche qu'il y a chez Baidu. On peut considérer que dans la reconnaissance faciale, ils sont les leaders mondiaux aujourd'hui. Donc en temps réel, vous pouvez traverser une avenue à Shanghai. C'est arrivé à un ami il n'y a pas très longtemps. Il a traversé le côté toulousain, en dehors des passages cloutés, parce qu'il y avait etc., juste à côté du passage clouté. Ben, immédiatement, il y avait un grand écran comme celui-là, et il y avait son nom qui est apparu, il s'appelle Christian. Hello Christian, c'est pas bien ce que tu as fait. Voilà. Donc, en temps réel, il a été filmé. On savait que c'était un touriste qui s'appelait Christian. Voilà, et il avait son nom affiché, tout le monde se retournait vers lui. Ça rejoint ce que disait Marie-Eke tout à l'heure. Là, on est arrivé dans une situation un peu bizarre de la société où on va peut-être plus en plus, cette délation numérique, elle est là. Il nous reste 10 bonnes minutes. Bon, 10 bonnes minutes. Mais ce serait bien que dans les 10 minutes, on ait quelques échanges avec la salle. Allez, alors je vais picorer, je vais picorer dans les transparents qui restent. Or, la définition du Big Data, je vous l'avais promise, vous voyez apparaître la définition la plus consensuelle, c'est ce qu'on appelle les 3 V. Volume, variété, vélocité. Le volume, j'en ai parlé. Le volume, j'en ai parlé, c'est cette grande quantité de data, et c'est sacrément big. La variété, ben là, ce sont toutes les données qui viennent des capteurs. Je vous ai dit que les objets deviennent communicants, donc tous les objets communicants. Entre parenthèses, pourquoi le IOTA projet dont je parlais au début de la CIA? La CIA veut contrôler un jour non seulement tous les êtres sur cette planète, les tracer. Vous voyez, on a vu qu'1 téraoctet par personne, on a le double numérique. La CIA veut pouvoir les contrôler. Entre parenthèses, si je ne vous ai pas posé la question, qui est dans la base de données de la CIA ici? Bon, on n'est pas que 2 ou 3, hein, je peux vous dire. Hein. Alors j'ai mal formulé ma question, par exemple, qui a une carte SIM dans le mobile?
qui a un compte sur Facebook. Ah, ben d'accord, ok. Voilà. Donc vous êtes un abandonné sur la CIA si vous avez l'un ou si vous avez l'autre. Hein. Ne pas oublier que Gem+, qui est notre fleuron technologique français, devenu Gemalto, qui a été racheté, a connu un fonds d'investissement qui est le même de Facebook, qui s'appelle In-Q-Tel. Et ce fonds d'investissement, c'est le fonds d'investissement officiel de la CIA. Et la raison, c'est qu'en prenant le contrôle de Gem+, il pouvait avoir le contrôle de toutes les personnes qui avaient une carte SIM dans le mobile. Et il y a eu récemment, avec l'histoire de Merkel et du président Hollande, qui étaient sur écoute par la CIA. C'était normal, ils avaient une carte SIM dans le mobile. Donc, alors, variété. Aujourd'hui, les données, et c'est intéressant, j'avais envie de commenter ce point, c'est qu'en faisant parler les données intensément, ce que l'on arrive à faire, c'est à faire en sorte qu'on a des réponses sans explication. Ce que je dis, la causalité, elle passe après la corrélation. On trouve des corrélations, mais on ne sait pas expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, par exemple, on a deux projets à Nice. On vient de finir un projet sur l'identification de tumeurs du cerveau par l'analyse de milliers d'images avec du deep learning. Mais le système dit la probabilité que tel... et puis elle indique un endroit, mais il n'y a pas d'explication. On travaille sur un projet beaucoup plus ambitieux qui démarre, qui va durer 5 ans, et qui est très intéressant, sur l'analyse des scanners qui vont du cœur jusqu'au cerveau. Un scanner, c'est à peu près 1000 images, puisque ce sont des tranches. Tous les millimètres, il y a 3 images. Donc imaginez à peu près 1000 images en tranches du cœur jusqu'au cerveau. Et l'objectif, à la LED, ce sont tous les gens qui ont eu des problèmes cardiaques et qui sont venus et qui ont eu un scanner à l'université de Nice. Certains ont déclenché une AVC 3 mois, 6 mois plus tard. Et on voudrait savoir s'il n'y a pas un pattern caché dans ces images qui nous permettrait de prévenir une occurrence d'AVC. Et ça, c'est ce qui est important. Je touche du doigt la santé, mais vous verrez que c'est le même problème pour l'éducation. Quand je discute avec mes collègues de médecine, ils me disent le futur en médecine, c'est les 3 P. La prévention, la prédiction et la personnalisation. Et derrière ça, nous, informaticiens, on entend ce sont des algorithmes sur des datas. Et vous voyez que pour l'éducation, c'est la même chose, l'éducation en ligne, comment assurer que tel individu va réussir au bout en fonction de son profil, etc. Les données arrivent en flux. Là, on parlait de YouTube tout à l'heure, juste regardez ça, il y a plus d'1 heure de vidéos chaque seconde postées sur YouTube. Voilà ce qui se passe. Vous avez plusieurs sites qui vous disent qu'est-ce qui se passe chaque seconde sur Internet. Mais 1 heure de vidéos chaque seconde postées sur YouTube. Donc Big Data a poussé l'évolution des frontières informatiques. Vous voyez le triplé, volume, variété, vélocité. Et les 3 grands domaines technologiques, le cloud, le Big Data et la mobilité, le smartphone. C'est pour ça qu'en privilégiant le smartphone, on parle de l'homo mobiquitous. Mobiquitous, c'est pour faire référence à la rencontre entre le mobile, devenu intelligent, smart lui aussi, parce qu'il échange des datas, le mobile, et l'ubiquité d'Internet. On a Internet au débit dans la poche. Voilà. Alors, là, c'est un exemple sur lequel je passe. Le jumeau numérique, Jim Gray, je vous en ai déjà parlé, voilà, c'est cet individu. Le 4e paradigme des sciences est intéressant, parce qu'il a montré que, et dans son discours de prix Nobel, ça a été repris par le livre de Microsoft Research, qui s'appelait, puisqu'il a commencé sa carrière chez IBM, il a fini chez Microsoft, sur ce projet Digital Immortality. Il y a eu la science expérimentale, pour faire simple, c'était la physique. On reproduisait les phénomènes naturels, on les expliquait, on les observait. Ensuite, il y a eu la science théorique, les mathématiciens ont mis des équations partout. Alors, les lois de Newton, les équations de Maxwell, etc. Ensuite, il y a eu la partie informatique. Les modèles, les simulations. Le meilleur exemple, c'est le climat. On est capable aujourd'hui, 10 jours, 14 jours à l'avance, bon ça c'est un peu prétentieux même si c'est affiché, de connaître le temps qu'il va faire. Et puis ce 4e paradigme dans lequel on est rentré, c'est le paradigme des data.
Et il était suffisamment puissant, Jim Gray, bon, il a le prix Nobel, qu'il a poussé les grands acteurs de Californie à mettre les outils de gestion de data et d'analyse de data open source. Il a dit, puisque le monde va dépendre des data, il faut que les outils d'accès à ces data soient gratuits partout sur la planète. Donc il a poussé cette logique-là. Alors en science, c'est un couple. Ce couple, c'est d'un côté les gestionnaires, ce qu'on appelle les data engineers, et d'autre côté les matheux, les data scientists. J'ai pris l'exemple du plus grand astronome de l'Empire austro-hongrois, très peu connu, Tycho Brahe, qui ne croyait pas d'ailleurs qui pensait que la Terre était le centre de l'univers. C'était la science dogmatique dont je parlais tout à l'heure, 1600. Et il avait pris un assistant qui venait d'être rejeté de partout parce qu'il pensait que peut-être on n'était pas dans un monde où la Terre était le centre de l'univers, ni le Soleil. Et il disait c'est peut-être plus que ça. Et lui, il était passionné de Mars, il avait une lunette astronomique, c'est normal, il était à la cour, et il mesurait tous les soirs les déplacements de Mars. Il les enregistrait sur un papier. Et puis à côté, son jeune assistant, maintenant son nom est un peu plus connu que lui, il s'appelle Kepler, ils ont droit à une statue ensemble, hein, quelque part à Prague. Kepler, lui, il a trouvé les équations, il a dit Mars, il ne tourne pas autour de la Terre, il tourne autour du Soleil, et voilà son équation elliptique. Donc voilà cette dualité que l'on a entre le gestionnaire des data et l'analyste des data. On prend quelques... Allez, si vous voulez, on prend. Moi, je m'arrête quand vous voulez. Je suis très ennuyé. Non, mais moi, je ne suis pas ennuyé du tout. Mais le retour... Je peux vous tenir le temps que vous voulez. Et on pourrait continuer, d'ailleurs. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, même là, il y a un collègue niçois qui va arriver ce soir, c'est si, quelque part, nous, on a besoin de data. On a besoin de questions et de data. Si on a une bonne question, c'est-à-dire une décision à prendre, et si on a des data disponibles, on a aujourd'hui les outils pour les faire parler et essayer peut-être de dériver des choses, de prévenir certaines choses. Voilà. Et ça rejoint des préoccupations strictement professionnelles, si je puis dire, dont les uns les autres nous sommes éventuellement porteurs. Alors peut-être quelques réactions, questions. On a 5 minutes, hein, c'est très peu, mais allez, il faudrait venir au micro, très vite. Oui. Alors oui, Arnaud Chepchik, je suis psychologue, j'essaie de me lancer sans trop, ben voilà, je bafoue, mais voilà. Globalement, vous avez parlé du double numérique. Mon esprit aimerait se dire en fait que ce double numérique est aujourd'hui un instant T. Moi aujourd'hui, parce que je me dis que les autres expériences, elles vont me façonner au bout d'un moment. Mais en même temps, je m'interroge si en fait il ne serait pas possible d'anticiper certaines réactions avec ce que vous disiez, et en fait ça nous rapprocherait d'un coup la théorie du démon de Laplace, en fait, qui évoque vraiment ça, que si on serait d'une position extérieure, on pourrait anticiper les mouvements des personnes qui sont visibles. Alors, ça c'est facile, hein? Moi, c'est très facile. Non, mais oui, c'est une photographie en instant T. C'est une photographie en instant T, et tant que l'on vit, on apprend. Il y a Goya qui a fini sa vie à Bordeaux. Le dernier dessin qu'il a fait de sa vie, magnifique, c'est Aún se aprende. En espagnol, on apprend toujours, et quelques minutes après, il mourait. Donc il apprenait en mourant, il apprenait aussi. Donc voilà, oui, on est dans une dynamique, et là on prend des photos par rapport à une histoire passée. Ce qui est intéressant avec le double numérique, c'est la possibilité d'accéder à des informations. Prenons l'exemple de la santé, qu'un médecin ne peut pas avoir. Si je dis, bon, j'ai 60 ans, je fais du football, je suis ce traitement, est-ce que ça ne va pas m'entraîner des problèmes ce soir à l'entraînement de foot, par exemple? Je fais exprès de prendre un exemple sportif. Lui il dit, est-ce que vous pouvez savoir si tous les gens qui ont 60 ans en France et en Europe qui ont suivi ce traitement vont avoir des problèmes quand ils vont pratiquer du football? Le médecin va vous dire, attends, désolé, ça c'est impossible pour moi d'avoir cette information. Impossible. Par contre, j'allais dire, monsieur Google, demain équivalent, pourrait l'avoir, pourrait très facilement agréger tous les gens qui ont le même profil que vous, etc. Et donc, dire, est-ce qu'on avoir une indication supplémentaire dans le diagnostic, dans l'accompagnement, que ne peut pas avoir l'être humain. Je prends un autre exemple, puisque j'en parlais tout à l'heure, l'analyse des scanners.
Le double numérique, imaginons le médecin. Si je demande à mon collègue radiologiste à Nice, quel temps il te faut pour analyser un scanner, 1000 images. Il me dit, si je passe 2 minutes par 1-2 minutes dans l'image, voilà, je vais passer quand même 2000 minutes, je vais passer, et tu me dis qu'il y a combien, 5000 scanners? Waouh, 5 millions d'images. Là, il me faut 30 ans de ma vie. 30 ans de ma vie sans prendre de vacances. Mais là l'être humain ne sait pas, ne peut pas. Donc quand on parle de big data, je voudrais qu'on mette en accent le fait que ce qui fait la richesse des outils IA aujourd'hui, c'est l'essence, c'est le big data, ce grand volume qu'on n'avait pas avant. Alors, à l'autre extrême, c'est la puissance de calcul qu'il nous faut pour traiter ce gros volume. Et là, c'est le GPU, ce qu'on appelle GPU, qui vient des jeux. La puissance de calcul des jeux a été utilisée aujourd'hui dans d'autres domaines. Et on voit des applications comme celle de la police californienne qui se promène dans les parkings. Donc, oui, le double numérique, c'est une image en instant T, mais il permet d'agréger, j'allais dire, non pas un individu, mais un individu qui pourrait aussi indiquer. Chance de succès, on l'applique aujourd'hui sur les MOOC. Par exemple, j'ai une thèse, un étudiant en thèse avec moi qui travaille sur les traces numériques que l'on laisse quand on apprend un MOOC en ligne tout seul. On va suivre un MOOC et puis on regarde un flux vidéo. Généralement, quand on comprend, on passe au transparent suivant. Quand on a une difficulté, on dit replay, je veux revenir en arrière. Donc on peut savoir là où l'individu rencontre des difficultés, toutes ces traces-là, qui vont être totalement différentes suivant le profil de l'individu. Ceux qui ont un background mathématique vont peut-être passer rapidement, ceux qui ne l'ont pas, ils vont devoir, etc. Donc tout ça sont des indicateurs qui permettent au système de dire, hop, là il y a quelqu'un qui est en train de décrocher, quelqu'un qui, il faut lui offrir, et on a toutes les données numériques sur tous les gens qui ont eu ce même type de problème, éventuellement le même profil, et ceux qui ont réussi, on leur a dit, bon, arrêtez là le cours, allez lire ce document-là, allez lire pour essayer de progresser. Donc, j'aime bien utiliser le terme assistant numérique dans le double, et cet assistant-là, il n'est pas simplement mon image, mais l'image d'un grand volume de data d'individus qui ont peut-être le même profil que moi et qui ont réussi, qui ont été malades, etc., qui ont eu des effets secondaires. Donc, voilà. Donc merci. On apprend, oui. Merci. Alors je ne serais pas surpris que Pavot ait quelques dessins à nous montrer. Moi j'ai des dessins aussi. Hein, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Je suis là. Effectivement, j'ai quelques dessins. Bonjour à tous. Vous ne me voyez pas, je suis planqué en régie. Il se cache. Voilà. Alors, le premier dessin, c'est pourquoi Toulouse pour parler de protection de l'enfance. Et alors ensuite, qu'est-ce que je vous ai fait? Ah oui, j'ai pas pu résister à l'envie de faire un dessin sur notre merveilleux ministre. Ça fait plaisir de se sentir reconnu, non? Il faut lui envoyer. Le Knaméo. Alors, qu'est-ce que j'ai ensuite? Ah, j'ai un petit dessin sur Monsieur Miranda. Ouais, merci. Ah, sympa, merci. De rien. J'en ai deux autres. Alors oui, j'ai fait un dessin parce que vous parliez de données et j'imaginais ce qu'un enfant pourrait en dire. Bonne remarque, vous avez bien suivi là. Donc. Et puis un dernier dessin peut-être un peu plus sur la protection de l'enfance. Merci beaucoup, merci. À tout à l'heure. D'accord. Alors, bon, là, un peu la mort dans l'âme parce que franchement, j'aimerais vous écouter encore, vraiment. Mais, allez, c'est l'heure de la pause. Hein. On arrête donc. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans 15 minutes